On leur a présenté une première fois un coupable, il a été jugé, il a été condamné, et puis depuis, il a été à nouveau acquitté à la suite d'autres procès. C'est Jacques Maire. L'enquête est signée Yvan Martinet et Stéphane Guillemot sur cette absence de coupable. Depuis 22 ans, quand Suzanne rend visite à sa fille, elle le fait ici. Dans cette tombe, Nelly Aderer, morte à 22 ans, assassinée. On fait dire des messes pour elle, quoi, on prie pour elle, c'est tout, il n'y avait que ça à faire. C'est dur, on passe pas un jour sans penser à elle, quoi. On est obligé d'accepter, puis c'est tout, on ne peut rien dire. On ne peut rien faire non plus. Un crime sans coupable, d'une barbarie extrême. Nelly a été retrouvée en morceaux. Depuis lors, ses frères nourrissent sans cesse les mêmes interrogations. On ne sait pas qui c'est. Surtout ça. C'est ça le plus douloureux? Ah oui, c'est clair. Sa présence, Ça... elle manque, et puis c'est tout. Oui, mais c'est sûr, mais savoir que... Oui, c'est d'accord. Qu'il y en a un qui a fait ça et qui n'est pas puni, qui est en liberté, qui... Voilà. Parce que pour moi, c'est un gars, il n'y a pas de couille au cul à celui qui a fait ça, c'est tout, à pas voir. Hein. Sans parler une femme, c'est trop facile. Hein. Surtout avec l'acharnement qu'il a fait ça, quoi. Si on savait encore pourquoi il a fait ça. Il y a eu pourquoi, et voilà. Mais... Moi, ce que j'aurais bien voulu, c'est retrouver ses mains. Ah oui. Leurs douleurs, leurs questions n'ont jamais trouvé d'écho. De doute en hésitation, la justice ne leur a finalement livré aucun nom. Alors, frère, mère, comment vivre avec le traumatisme de ce crime parfait? Janvier 1987. Depuis 2 ans, Nelly vit avec Michel Miclot au lieu-dit La Solitude. D'une première union est née Jessica. Et avec Michel, Nelly vient d'avoir Mélanie. Une maison, des enfants, tout semble aller pour le mieux. À un détail près, l'argent. Il manque. Ce vendredi soir, Nelly confesse à son ami avoir signé 2 chèques sans provision. Une dispute éclate, Michel gifle Nelly. Elle claque la porte et part se réfugier chez son frère Fabien à Dombasle-sur-Meurthe. Elle s'y rend en stop, c'est à 45 km de là. Vers 21 h, Nelly arrive rue Privée chez Fabien, mais lui n'y est pas. Les voisins la voient repartir. C'est la toute dernière fois qu'elle sera vue vivante. Le lendemain, samedi 8 h, la nuit a été glaciale, il fait encore moins 10 degrés. Mais à la décharge publique de la commune voisine, des ferrailleurs sont déjà à pied d'œuvre. Et ce qu'ils vont découvrir est atroce. Depuis, les lieux ont bien changé. Mais pour Gérard Verguet, alors enquêteur à la police judiciaire de Nancy, ce qu'il a vu ce matin-là hante toujours sa mémoire. Il est l'un des tout premiers à être arrivé sur place. En 87, tout ça, c'était une immense décharge. Le front de décharge se trouvait par là-bas. Le corps, si mes souvenirs sont bons, se trouvait sensiblement en face. Une jambe a été retrouvée à une dizaine de mètres sur la gauche. Et encore plus à gauche, un peu plus loin, nous avons retrouvé un couteau de cuisine taché de sang. C'était encore plus horrible lorsque j'ai vu
que la tête était pratiquement séparée du tronc, que le visage avait été lacéré, il lui manquait les lèvres, il manquait le nez, il manquait les oreilles. Les mains avaient été coupées au niveau des poignets. Je vous passe des détails horribles. Horribles. C'était il y a 22 ans et ça reste gravé. Je crois que le temps n'arrivera pas à effacer certaines images que j'ai pu voir ce matin-là. Un corps en morceaux, perforé par 2 balles. Le policier enquête, interroge, mais rien. Tout juste recueille-t-il ce témoignage. Rue Privée, la veille au soir, un riverain a relevé la présence d'une GS et se souvient d'avoir lu 88 sur la plaque. Comme sur la Citroën d'un petit caïd de Dombasle. Jacquemer. C'est insuffisant pour l'interpeller, d'autant qu'il a un alibi. Durant 7 ans, l'enquêteur travaille sur ce dossier, sans succès. Gérard Verguet doit se résoudre. Il n'a pas de coupable. Une affaire aussi sordide, on en rencontre... J'en ai peut-être rencontré 5 dans toute ma carrière, en plus de 30 ans de police judiciaire. Mais les autres ont été solutionnés, l'auteur a été puni, ce qui apporte quand même une certaine satisfaction. Alors que là, on reste un peu sur une frustration, sur un échec, en quelque sorte, étant donné qu'on n'a pas pu amener à la justice suffisamment d'éléments solides pour qu'elle entre en voie de condamnation. Aussitôt après cette macabre découverte, le cadavre est porté au médecin légiste. Ils prennent alors des photos insoutenables. Celle d'un corps effroyablement mutilé, comme si le tueur avait voulu s'assurer que Nelly ne puisse jamais être identifiée. Épinal. Nous y avons retrouvé le docteur Pagel. Bonjour, docteur. Bonjour. C'est elle qui avait été chargée d'étudier le corps. Malgré un millier d'autopsies pratiquées dans sa carrière, elle n'a pas oublié Nelly. Pour elle, le profil du tueur demeure un mystère. On voyait bien qu'il y avait une volonté de découper le cadavre et d'y être presque arrivé, alors qu'en fait, au plan anatomique, même moi qui connais l'anatomie, je ne suis pas sûre que je découperais avec cette facilité-là et y arriver presque complètement. Là, il y a quelque chose qui échappe, mais sans qu'on sache comment il est dans sa tête, cet assassin-là, quoi. La légiste a passé 2 jours à étudier chaque blessure de Nelly, avant, enfin, de pouvoir établir les causes du décès. Toutes les blessures telles qu'on peut les voir sur les photos, c'est du post-mortem, donc la personne était déjà morte. Et en fait, ce qui l'a fait mourir, c'est une balle au niveau du thorax et au niveau du crâne. Le fait de dire que ces blessures-là, cette violence-là était post-mortem et donc elle n'en a pas souffert, ça peut quand même peut-être soulager un petit peu quelque chose de cette histoire extrêmement violente pour les survivants. Les survivants, Nelly n'aurait pas souffert, c'est là leur seule consolation. Trop peu pour apaiser leur douleur. Parmi eux, Jessica, la fille aînée de Nelly Aderer. Elle vit à quelques kilomètres de Nancy, en pleine campagne. Elle n'a plus le moindre souvenir de sa mère, car Jessica n'avait que 3 ans quand sa maman est morte. Elle en a aujourd'hui 26. Mère de 3 enfants, elle attend le 4e et tente à présent de se tourner vers l'avenir, d'effacer l'horreur. Mais comment faire quand la dernière image d'une mère est une photo d'un corps dépecé? Je suis allée avec mon père voir son avocat pour voir des dossiers. On recherchait des témoignages et je suis tombée sur les photos qui étaient mélangées en vrac comme ça dedans. J'ai vu le corps de ma mère mutilé alors que je devais avoir 15-16 ans.
Et ça, c'est une chose qui m'a retourné énormément. J'en ai fait des cauchemars pendant longtemps, quoi. La perte d'une maman, c'est sûr, c'est dur. Mais c'est surtout la façon dont elle est partie. Ça aurait été un accident de voiture ou une maladie, ça aurait été complètement différent. Là, on nous l'a volé carrément. C'est pas une chose qui peut arriver à n'importe qui. C'est une horreur qui lui est tombée dessus et on a subi. De la colère, il y en a aussi. C'est pire que ça, c'est de la haine carrément qu'on a par moment. La haine de ne pas comprendre, de ne pas arriver à savoir pourquoi ça lui arrive à elle, pourquoi c'est nous qui subissons tout ça, qui avons depuis qu'on est gamine, de ne pas avoir de maman, d'avoir vécu toutes les horreurs là. Étant enfant, on a entendu, ouais, ta mère c'était une pute, elle s'est fait assassiner. Les gamins sont durs entre eux. On en a vu toutes les couleurs avec ma sœur. Au début, vous ne vouliez pas nous parler. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on en reparle, c'est une période que j'aime pas trop en parler, pas dévoiler, que je garde pour moi, parce que je sais très bien que ça me rend malade pendant plusieurs jours. Là, je souffre déjà rien que le fait d'en parler comme ça me fait du mal. si elle a finalement accepté de nous parler, c'est parce qu'elle espère encore réveiller un témoin resté silencieux. Pour les proches de Nelly, il n'y a qu'une façon d'apaiser leur souffrance, voir la justice punir ce crime. Et longtemps, ils ont cru toucher au but. 1996. L'affaire est maintenant classée depuis 2 ans, mais coup de théâtre, un témoin se manifeste. Le soir de la disparition, il est formel. Il a vu Nelly sortir de chez son frère, puis s'installer dans une GS. Et au volant, il a reconnu Jacquemer. Le juge organise une reconstitution. Le témoignage est crédible. Enfin, la justice présente un nom, un visage aux familles. Enfants, parents commencent à entrevoir la fin du calvaire. C'est le début d'une interminable épopée judiciaire. 2004, cour d'assises de Nancy, le procès enfin. Mais après 2 semaines de débat, Jacquemer est relaxé, Jessica est atterrée. Même le procureur a dit qu'il était convaincu de sa culpabilité. Je vois pas pourquoi ils ont dit qu'il était non coupable pour ma mère. C'est pas normal, ça fait presque 18 ans qu'on attend ça, qu'il y a plein de choses qui disent que c'est lui et maintenant ils disent non. Non, j'admets pas, moi. Non, je veux pas l'admettre. 2006, la famille a fait appel. À Épinal, on juge à nouveau Jacquemer. Et cette fois, il est déclaré coupable, condamné à 20 ans de prison. Soulagement des familles. Oui, mais la greffière a oublié de signer 30 pages du procès verbal. Alors, la Cour de cassation annule ce jugement. Il faut refaire le procès. 2008, Cour d'appel de Metz, l'épilogue enfin. Et cette fois, c'est Jacquemer qui pleure de joie. Un témoin s'est rétracté, il est acquitté. Jamais plus il ne pourra être jugé pour ce crime. Jessica craque. Il est là, il fait le beau, il pleure. Pourquoi il chiale, lui? Il a perdu quoi? Rien. Rien du tout, il est mis dehors, libre comme si de rien n'était. Nous, c'est à zéro. On a attendu toute la journée pour résultat des courses. Qu'Épinal, ce soit comme s'il n'y avait rien eu. Mais Épinal, il a quand même été dit coupable. C'est pas parce qu'il y a des signatures qui manquent sur des documents que tout remet en cause. La justice, elle est mal faite, faut changer les lois. C'est pas normal que quelqu'un qui est dit coupable sur un procès puisse refaire à l'autre comme si de rien n'était. Non. Plus de suspects. Le clan Aderer repart à zéro. Huit mois ont passé depuis ce verdict. Ces procès, autant d'épreuves à surmonter pour Bruno et Suzanne, le frère et la mère de la victime. Voilà, c'est ça. Lui n'a rien voulu manquer des débats. Les experts sont là-bas, ils vous racontent quand même la longueur des blessures, la profondeur, la largeur des entailles, ils vous donnent tous les détails. Donc il y a beaucoup de personnes de la famille qui sont sorties. Moi j'ai voulu tout savoir, je suis resté jusqu'au bout. Mais c'est dur à entendre. Hein. Problème de santé, Suzanne, sa mère, n'a pas pu assister aux audiences. Alors de temps en temps, en l'aménageant le plus possible, c'est Bruno
qui lui raconte. Déjà, moi, je veux savoir s'ils l'ont tiré comme un lapin. Des fois, on ne sait jamais. Un qui s'amuse à tirer. Ben, moi, j'ai appris au tribunal, au cours des audiences par les experts, que qu'apparemment, c'était pas trop loin, quoi. C'était pas bout touchant, mais bout portant, donc pas trop loin. Ouais. À proximité. Elle a dû vouloir se sauver, et puis bah, l'assassin lui a mis à tirer, quoi. Mais elle devait pas être loin. Ouais. Ah, ça change des... On a appris tout ça par les experts qu'on a vus dans les différents procès. Hein. Ça, vous ne le saviez pas? Ben non. Vous dites parfois que vous pourriez partir sans savoir? Mais de toute façon, si je m'en vais, je le rencontrerai. Ah, je saurai ce qui s'est passé. Elle me le dira. Parce que je suis sûr que si je m'en vais, c'est pour aller la rejoindre. Est-ce que vous vous dites parfois on n'aura jamais de coupable, la justice ne désignera jamais de coupable? Non, on l'aura. On ira jusqu'au bout, mais il faut qu'on sache qui c'est. Plus de 22 ans après le meurtre, Léa Derer ne lâche rien. Confondre le coupable, inlassable espoir. Quelques jours plus tôt, à Épinal, ils ont même chargé leur avocat de demander une réouverture du dossier. Cette fois, c'est sur la science qu'ils misent. Maître Babel, leur défenseur, demande à la justice de nouvelles expertises ADN décelées. Vous avez ici le pantalon de la victime qui a été découpé par l'auteur des faits. Vous avez son blouson qui a été enlevé, arraché par l'auteur des faits. Il y a surtout le couteau. Le couteau où on a retrouvé le sang de la victime et une trace de sang inconnue. Une mystérieuse trace de sang sur l'arme du crime. À l'époque, elle avait été presque entièrement grattée par les experts pour leurs analyses. Mais peut-être reste-t-il suffisamment de fragments de cellules pour de nouvelles études. Aujourd'hui, la technologie a avancé. Aujourd'hui, on peut retrouver des traces de micro-ADN. Il reste forcément des traces de micro-ADN sur ce couteau. Ce deuxième ADN inconnu va pouvoir être expertisé et on pourra connaître qui est le propriétaire de sang et qui est probablement l'auteur de ce crime. Après, la famille des victimes est parfaitement consciente aussi que si jamais ces tests ne donnent rien, si jamais on ne peut pas aller au-delà, si la science échoue, là où la justice a déjà échoué, eh bien, le dossier sera définitivement clos. Elles devront faire leur deuil. L'ombre du crime parfait cessera-t-elle un jour de planer sur ce dossier? La famille Aderer n'est pas la seule à espérer une condamnation dans cette affaire. Un homme, lui aussi, attend beaucoup de ces nouvelles expertises. Jacques Maire. Nous sommes allés à la rencontre de celui qui fut, durant 10 ans, suspect numéro 1. Pardon, monsieur. On cherche monsieur Maire. Parce qu'on est une équipe de France 2. Est-ce que je peux vous expliquer ou... Quelques minutes plus tard, au téléphone, il accepte finalement de nous livrer le fond de sa pensée. La famille des victimes, je comprends, c'est tout à fait normal, qui reconduisent à essayer de retrouver les ADN tout, et puis qui retrouvent vraiment le vrai coupable, et puis c'est tout. Moi, ce que je demande maintenant, c'est qu'on me laisse tranquille, et puis c'est tout. Vous demandez ces analyses? Ah bah moi, bien sûr, je demande les analyses aussi. Si, comme il dit, il y a plus de technologie qu'ils arrivent plus à savoir, donc moi, bien sûr que je veux qu'ils refassent les analyses ADN. C'est obligé, ça. Il faut quand même trouver la personne qui a fait ça, il n'y a pas de problème. Un coupable le laverait définitivement de tout soupçon. Celui qui se pose à présent en victime de l'affaire Aderer demande à la justice 380 000 €. Une indemnisation pour les 28 mois passés en prison avant son acquittement. Pour un crime parfait, combien de victimes? Sans justice, sans condamnation, pour ceux dont la vie continue, il faut s'accommoder d'un invité permanent. Le tourment. J'essaye des fois de ne pas y penser. Je me dis, j'ai ma vie, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai autre chose à faire. J'essaye de tirer un trait sur tout ça, de tourner la page, mais on ne peut pas. On ne peut pas parce que justement, la personne qui a fait ça est toujours dehors. On ne peut pas tirer une page comme ça.
Il nous manque cet acte-là pour pouvoir tourner la page un peu mieux, sans souffrir autant. Dans 2 semaines, la justice rendra sa décision quant à la réouverture du dossier en vue de nouvelles analyses. Mais pour Jessica, ses proches, le chemin de la délivrance semble encore bien long. Voilà pour ce reportage signé Yvan Martinet et Stéphane Guillemot. Et nous sommes ici dans ce palais de justice de Créteil, ce tribunal de grande instance qui a eu l'extrême gentillesse